Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 26 avril 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, les agents de protection de la faune ont un nouveau centre de formation à Duchesnay. Le milieu municipal et culturel portnevois est en deuil. Le maire de Cap-Santé, Denis Jobin, est décédé vendredi dernier. La Corporation de transport régional de Portneuf tenait son assemblée générale annuelle. Pour nous en parler, nous accueillerons Maryse Perron. Les citoyens de Saint-Ubalde se sont mobilisés autour du projet d'accueil d'une famille syrienne. Nous avons 2 entrevues à vous proposer. Pour son 30e anniversaire, la CAPSA organisait une visite des travaux entourant la restauration du bassin de la rivière Niagarette. Et Odile nous fera part des actualités culturelles dans Portneuf-Jacques-Cartier. Bonne émission. Tout d'abord, un petit mot sur l'état de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond. En raison des températures plus élevées des derniers jours et de la pluie, les responsables ont accentué la surveillance de la rivière. En date d'aujourd'hui, 26 avril, une grande partie de la rivière est en eau libre et se dégage lentement de ses glaces, diminuant ainsi le risque d'inondation par embâcle. Par contre, des glaces sont accumulées devant le barrage de l'Estacade et l'eau a monté dans les champs autour. Depuis ce matin, 26 avril, il y a fermeture du rang du Nord à la hauteur du numéro civique 555, détour par les rangs Sainte-Croix et Saguenay. Et depuis 11 heures ce matin, le rang Saint-Mathias est fermé à la circulation à la hauteur du kilomètre 12. Rappelons que la ville de Saint-Raymond dispose maintenant d'une page dédiée uniquement à des informations se rapportant à la rivière. Cette page est accessible en cliquant sur État de la rivière Sainte-Anne sur la page d'accueil du site web de la ville. Les informations sont mises à jour selon l'état de la situation et selon l'observation de changements majeurs. Le milieu municipal et culturel portnevois est en deuil. Le maire de Cap-Santé, musicien Denis Jobin, est décédé le vendredi 20 avril dernier à l'hôpital de l'Enfant-Jésus d'un cancer fulgurant à l'âge de 65 ans. Le drapeau du Québec devant l'hôtel de ville a été mis en berne à la suite de l'annonce du décès de M. Jobin le 20 avril et ce jusqu'au 30 avril. Il y a à peine un mois, M. Jobin était très actif et présent, entre autres, à la table des maires de la MRC de Portneuf. Écoutons la fin de son intervention le mercredi soir 21 mars dernier, suite au dévoilement de la liste des projets retenus par le comité d'analyse dans le cadre du Fonds Patrimoine et Culture 2018. Je voudrais juste rappeler que ce comité est composé de 3 membres de la table de culture, donc Mme Diane Vincent, Mme Gabrielle Boucher, Mme Dominique Roy, et une représentante du ministère de la Culture et Communication, Mme Claudine Bertrand, qui remplace Désirée Athènes, qui nous a accompagnés pendant plusieurs années au niveau du Fonds Patrimoine. Et votre représentant ici, Denis Jobin, au niveau de la MRC. Et tout ça, c'est sous la gouverne de Mme Éliane Trottier, notre agente culturelle. Je vous remercie.
Denis Jobin a été élu conseiller à Cap-Santé en 2009, élu maire en 2013 et réélu maire aux dernières élections municipales en 2017. Retraité du monde des télécommunications, il était directeur artistique du Conseil du patrimoine culturel de sa municipalité, qui organise notamment les dimanches en musique à l'église Sainte-Famille. Il a enseigné le violon pendant plusieurs années à l'école de musique Denis Arcan à Deschambault et a initié le projet du parc régional du fort Jacques-Cartier et du manoir Allsop avec la municipalité de Donnacona et qui pourrait voir le jour sous peu. La famille recevra les condoléances ce samedi 28 avril à partir de midi en l'église Sainte-Famille de Cap-Santé où les funérailles auront lieu à 15 h sous la direction du centre funéraire Roger Benoît et Fils de Donnacona. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer. Le ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, était à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, plus précisément à la station touristique du Chêné, ce mardi matin 24 avril. Le ministre assistait à l'inauguration du nouveau pavillon Serre, qui abrite le Centre de formation et de perfectionnement de la protection de la faune du Québec et qui a été construit au coût de 6,5 millions de dollars. L'événement se tenait en présence de M. John McKay, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, qui a reçu la subvention de 6,5 millions pour construire le bâtiment, de M. Régent Rioux, directeur général de la protection de la faune, ainsi que M. Sylvain Marois, directeur du Centre de formation, et aussi la sous-ministre en titre au ministère, Mme Lynne Drouin. Un représentant de l'École nationale de police était également présent dans la salle. Les anciennes installations qui dataient de 1978 ont été détruites en raison du degré élevé de désuétude et on estime que ce nouveau bâtiment, construit en bois, sera fonctionnel pour les 50 prochaines années. On retrouve des salles de cours, des salles multifonctionnelles, salles de repos et des plateaux de simulation, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qui permettent aux étudiants d'apprendre à maîtriser les différentes méthodes d'arrestation ou opérations de descente lors d'une enquête pour braconnage, par exemple. Le territoire de quelques 89 km² de la station touristique du Chêné permet de simuler toutes les opérations possibles reliées au métier d'agent de protection de la faune. Le centre est aussi équipé de 26 chambres à coucher et les commodités nécessaires pour héberger les apprentis durant les 15 semaines de formation intensive, une de mars à juin et une autre de septembre à décembre. Une première cohorte de 28 étudiants a complété la formation en décembre 2017 dans le nouveau bâtiment et une autre cohorte de 23 aspirants a débuté ce mois de mars et se terminera en juin prochain. Le Centre de formation et de perfectionnement de la protection de la faune du Québec est la dernière étape du programme de protection de la faune de plus de 1600 heures qui est offert depuis 2012 au Collège d'Alma en collaboration avec le Cégep de Saint-Félicien et celui de Bécomo. Cette formation mène à une attestation d'études collégiales. On offre aussi des formations sur mesure en continu aux quelques 378 agents et agentes de la faune répartis dans un ou l'autre des 28 territoires et bureaux administratifs au Québec. L'utilisation des nouvelles technologies comme les drones, les viseurs nocturnes ou les caméras cellulaires figurent parmi les thèmes de la formation continue. Le ministère vise à augmenter d'une quarantaine le nombre d'agents de protection de la faune au Québec, passant de 378 actuellement à 425 d'ici 2021. Le ministre Luc Blanchette nous livre certaines statistiques 2017-2018 sur les opérations des agents, mais les inondations de 2017 ne rendent pas nécessairement l'heure juste. Des inondations, il y avait beaucoup de pêche qui se faisait sur le long des rives pour tous les endroits qui ont été inondés. Et là, il y a eu moins de délinquance, moins de plaintes. C'est pour ça que les chiffres ne sont pas nécessairement fidèles. Puis comme ça a été beaucoup l'Outaouais et la région de Montréal qui ont été affectés, il y a moins de dossiers qui ont été ouverts. C'est comme ça, c'est un contexte assez particulier. Donc, les agents de protection de la faune ont tout de même traité 4 800 dossiers d'infraction, ce qui donne lieu à 5 700 chefs d'accusation et une poursuite auprès de 4 227 individus différents. Donc, ce n'est pas banal. En ce qui concerne les contraventions, c'est-à-dire les amendes perçues, les infractions, on parle de 2,8 millions.
C'est pas là le principal parce que ça se veut dissuasif, mais essentiellement, c'est un peu les statistiques pour encadrer que le travail qu'ils font est vraiment un travail essentiel et ça amène plus de justice à l'égard des chasseurs, pêcheurs et trappeurs et l'ensemble de la population québécoise. Pour sa part, le directeur général de la protection de la faune, M. Régent Rioux, a profité de l'occasion pour saluer la participation citoyenne essentielle pour mieux protéger nos territoires publics. La protection de la faune pourrait jamais accomplir sa mission sans la collaboration des citoyens. Je me plais souvent à dire qu'en milieu policier, lorsqu'un méfait survient, il y a une personne pour s'en plaindre. Il y a une personne qui en est victime. La faune, elle, ne peut se plaindre. Donc, si on n'a pas la collaboration des citoyens pour porter à notre attention les méfaits qui sont causés envers la faune, bien, il y a une grande partie de notre travail qu'on ne pourrait pas réaliser. Au cours de la dernière année, le Bureau de la protection et la ligne SOS Braconnage ont traité plus de 10 000 signalements d'activités illégales. Mentionnons qu'une deuxième unité d'éducation mobile sera en opération sous peu. Ces 2 unités seront visibles dans les différents événements publics du Québec pour promouvoir l'importance de protéger la nature et sa faune et aussi pour recruter la relève des agents. Soulignons que la viande saisie lors d'opérations de braconnage est redistribuée aux organismes voués à l'aide alimentaire des plus démunis. Et 2017 marquait le 150e anniversaire des gardes de chasse et des gardes de pêche au Québec, un des plus vieux métiers qui a été créé en 1867 pour protéger les habitats et sa faune sur les terres publiques. La Corporation de transport régional de Portneuf, la CTRP, tenait ce jeudi après-midi 26 avril son assemblée générale annuelle et pour nous dresser un bilan de la dernière année, nous accueillons en studio la directrice générale Maryse Perron. Bonsoir Maryse. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Immédiatement après, vous venez de vivre justement cette assemblée générale. Oui. Point fort de l'année 2017-2018. Bien, le point fort, on en a plusieurs. Là. C'était l'essai de la deuxième parcours. Malheureusement, ça a été un point fort au mois d'août. Mais c'est voué être... C'est pas un échec, c'était un constat que c'était pas un succès monstre, donc on a dû l'arrêter. Oui. Donc on avait parti les navettes journalières en 2e fréquence, donc on était en service continu. Rendu à Québec, il revenait, il rendu à Saint-Ramon, il retournait, et ça n'a pas été un franc succès, sauf que c'était notre développement majeur en 2017. C'était le plus gros projet qu'on a travaillé. Là. OK. Sur le plan financier, on regardait dans vos résultats une perte quand même de 193 000. Ça, comment on explique ça? C'était la volonté du ministère, notre ministère des Transports, le ministère des Transports, de l'électrification des transports, développement durable, avait demandé qu'on diminue nos surplus. Donc, sa volonté, c'était, si vous voulez continuer à recevoir des subventions de notre part, vous devez diminuer les surplus accumulés au compte. Fait que c'est pour ça qu'on a fini avec un déficit. Ça paraît un déficit, mais dans le fond, c'est qu'on a pris des revenus à même nos surplus. Que vous aviez, dans le fond, l'argent que vous aviez en banque, que vous avez utilisé. On a utilisé pour diminuer nos fonds de roulement. Selon les volontés du ministère. Oui, Par contre... le ministère doit encore de l'argent, je pense, pour 2017. Oui. Bien, c'est toute la province. Toute la province attend après le versement des subventions. Il y a eu un grand remaniement ministériel. On a eu 2 ministres au cabinet là, du ministère des Transports. Ça a fait tout un chamboulement. Il y a eu la politique des mobilités durables. Je ne veux pas les excuser. Sauf qu'au lieu d'avoir 200 000 dans nos coffres comme on devait avoir, on a eu seulement 100 000. Okay. On attend. On nous a dit qu'on l'aurait. On ne l'a pas. Donc, une chance qu'on avait des surplus. Okay. Pour avoir eu du surplus qui nous permet de rouler, sinon on aurait été en sérieuse difficulté. Est-ce qu'il y a des moyens de s'entendre avec les institutions financières à ce moment-là? Oui, sûrement, mais sauf que... C'est pas nécessaire dans votre cas actuellement à cause des surplus. Parce qu'on a un fonds de roulement assez acceptable avec notre compte de banque, exactement. Il y a quand même de l'argent qui a été annoncé au dernier budget? Oui. Est-ce que... Ils ont annoncé une grande mesure, puis des grandes mesures sur 5 ans, puis aller jusqu'à 2030 avec le plan de mobilité durable qui a été annoncé la semaine passée. Sauf qu'il n'y a aucune modalité financière qui ont été annoncées, comment ils vont l'appliquer. Donc, on ne sait pas comment ça va être appliqué. D'ailleurs, ils n'ont pas terminé encore les financements de l'année passée. Fait qu'ils vont terminer ça. Et quand on va voir comment ça va
c'est répertorié chez nous. Comment on va pouvoir avoir plus? On espère qu'on va avoir le droit à plus. Si on a plus, on a plein de projets, on va pouvoir mettre en branle plein de projets qu'on a. Oui. Là, vous avez quoi comme budget? Là, on a budgété 200 000, le 200 000 réguliers qu'on avait le droit l'année passée. OK. On l'a mis comme ça. On a fait des projets, des structures montées selon ce budget-là. Sauf que s'il nous arrive en disant « vous pourriez avoir plus », c'est sûr qu'on va s'asseoir et on va développer. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? C'est difficile de dire qu'est-ce qu'on souhaiterait. On souhaiterait avoir le double, c'est clair, parce qu'il faudrait avoir deux réseaux d'autobus qui font des navettes à Québec pour 2 départs le matin, avant le dîner, avant 10 heures. Donc, c'est ça que le constat. La deuxième navette qui partait à 10 heures, qui était trop tard, selon ce que les gens disaient. Mais avec plus d'argent, on va faire plus, c'est clair. Mais il y a aussi M. Labaume qui a annoncé un nouveau projet. Donc, on est en attente d'informations. Les projets sont beaux, les annonces sont belles. Ouais. Mais maintenant, il faut qu'on voit sur papier comment on va s'arrimer à tout ça. Oui. C'est sûr qu'on va être là, c'est sûr. Parce que là, avec votre budget, vous utilisez combien de navettes, là? Parlons des services, là. Là, on a 2 navettes journalières. On a presque 1 million en budget. OK. On a 2 navettes journalières quotidiennes qui vont à Québec, aller-retour. On a les navettes or qui font toutes les municipalités. Une fois par mois pour les personnes âgées. Une fois par mois pour les personnes âgées. Et les autres aussi, mais ça a été pensé en fonction des besoins des personnes âgées. On a le transport adapté. Oui. On a le transport adapté, on est en train de peaufiner le parcours d'une 4e autobus. Donc, on en avait 3 jusqu'ici, on rajoute un 4e véhicule. Adapté. On a des ententes avec les services de taxi, on a plein de services qui se font en taxi. Et là, on a le système d'autobus intelligent qu'on est en train de mettre en place. On a acheté le matériel en 2017. Là, on est en train de le peaufiner. Tout le paiement, c'est un portefeuille électronique. Donc, la carte... C'est une application, en fait, qu'on peut utiliser sur son téléphone, oui, c'est ça. Je ne veux pas vendre la mèche, mais le client va pouvoir voir où son autobus, s'il est en retard, s'il est en avance. Okay. Nous, comme on va savoir en temps réel, aussi, exactement. Ouais. Okay. Mais c'est un plus petit service, mais on va avoir pareil comme la Grandville, dans le fond. Okay. Puis nous, c'est une mine d'informations. On va savoir qui monte, comment monte. On va connaître si on a des étudiants, combien d'étudiants par rapport à des adultes. C'est vraiment un système de réseau. Puis on va essayer de gérer les retards, l'embarquement. Y a-t-il un point d'arrêt qui n'est pas populaire, que personne jamais? Mais là, le système intelligent, à la fin de l'année, va nous le dire. Oui. En termes d'achalandage, où on en est actuellement là, on est en service. Pour ce qui est du transport adapté, ça fait longtemps qu'on est on appelle ça en vitesse de croisière. Okay. Donc, l'achalandage est stable. Moins 1 plus 2 moins... On est comme ça. Tu ne peux pas être à 0%, être égal partout. C'est du monde, c'est des humains. Ouais. Mais donc, on est en période je dirais, en vitesse de croisière. Transport collectif, le service de navette, il a atteint sa vitesse de croisière. L'achalandage est stable, puis elle fait juste des petits 1 2 3 de jeu, moins 2, moins 4, plus 5, plus... Ça, là, ça veut dire que si on reste comme ça, on a notre vitesse de croisière. Okay. Pour augmenter l'achalandage, il faut bonifier ou il faut offrir des services supplémentaires pour augmenter l'achalandage. Tandis que la navette or, on est en démarrage, ça fait 1 an et quelques mois. Ouais. Celle-là, l'achalandage, c'est 105 de croissance. Mais on parle de combien de personnes à peu près qui prennent l'autobus, mettons? Les navettes or, c'est parce que c'est pas tout le monde qui le prenne tout le temps. C'est des usages... on a 53 que c'est des usagers réguliers qui sont tout le temps là à bord. Okay. Mais je vous dirais, dans les navettes journalières, le dernier test qu'on a fait d'échantillonnage, on touchait 150 personnes dans l'année différentes. Okay. Quand on parle de navette or, juste la navette or, c'est au-dessus, c'est quasiment 200 personnes différentes qui utilisent. Mais c'est sûr que si tout le monde en prendrait en même temps, on serait dans un problème. Mais c'est pas ça qui arrive. Okay. C'est que les gens l'utilisent sporadiquement. Il y en a des réguliers, mais c'est ça aussi qu'on atteint. Il ne faut pas avoir juste du régulier non plus. Il faut avoir un équilibre. Oui. Parlons peut-être, en terminant, des projets, comment on voit l'avenir, comment on voit la prochaine année? Bien là, cette année, c'est clair qu'on va être obligé de prendre beaucoup de temps pour apprivoiser les nouvelles politiques du ministère, aller voir comment ça va nous toucher, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher. C'est sûr que c'est de la bonne nouvelle. On parle de doubler l'achalandage dans les régions. Il y a quand même une bonne volonté qui est la sur la table. La volonté est sur la table. Elle a été énoncée. Bon, on est en élection aussi, on est en période électorale. C'est clair, c'est clair qu'on est en élection. Donc, on dit que le 100 000
000 qu'on attend, il va sûrement arriver d'ici l'ouverture des scrutins. Mais c'est ça. Fait que là, on va apprivoiser ça. Mais là, on veut aussi faire un plan. Le ministère a annoncé qu'on devait avoir un plan de développement, un plan de mobilité durable. Chaque MRC devra en faire un. OK. Donc, il va falloir apprivoiser ça aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent dedans? C'est quoi les charges? Parce que le financement va être conditionnel à ça pour les années qui s'en viennent. Fait qu'on va se pencher là-dessus. Puis, il faut aussi qu'on sonde nos usagers. Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Parce qu'on s'en va en appel d'offres en transport adapté pour l'année 2019. OK. Fait qu'il faut tout évaluer nos services pour voir comment on bonifie ça, puis comment on va pouvoir appliquer l'argent en plus si elle arrive. Oui. Alors, on invite les gens à aller voir votre site Web, justement. Ouais. On peut avoir toutes les informations. On va avoir toutes les informations sur nos services, on invite les gens aussi à se prévaloir de ce service collectif qu'on a dans Port-Neuf. D'ailleurs, qui a été, c'est pas dans le budget, il n'y a pas eu quelqu'un qui... On a été cité dans le budget provincial, la Corporation de transport. Un exemple de succès. Un exemple de succès au niveau provincial. Sur le plan régional, là, la CTRP a été mentionnée, exact, oui. C'était très flatteur. On était vraiment fiers. Maryse Perron, directrice générale de la CTRP, Corporation de transport régional de Port-Neuf. Merci beaucoup. Merci. Merci. Les intervenants en développement touristique de la MRC de Port-Neuf ont profité de l'ouverture du Salon Nature Port-Neuf vendredi dernier à l'Aréna de Saint-Raymond pour lancer l'édition 2018-2019 du guide touristique pur et simple. C'est la deuxième année que la MRC de Port-Neuf opte pour un format de type magazine du guide touristique. Imprimé à 30 000 exemplaires, on retrouve un calendrier des événements portneuvois, 4 saisons, ainsi qu'une description des entreprises des secteurs de l'agrotourisme et du tourisme gourmand, des arts, de la culture et du patrimoine, le plein air, le boire et le manger, les plaisirs d'hiver et l'hébergement dans la MRC de Port-Neuf. En nouveauté, un texte est publié et signé par des ambassadeurs entre les différentes sections du magazine, dont le producteur agricole Guillaume Barry, Eliane Trottier, agent de développement culturel, Tommy et Jeffrey Paquette, deux passionnés de plein air, Aurélie Puello-Brizou, une famille qui a adopté Port-Neuf, et la productrice acéricole Joanne Martin. Le magazine touristique de la MRC de Port-Neuf pur et simple 2018-2019 sera distribué à travers différents réseaux touristiques au Québec et une version numérique est publiée sur le site web de la MRC de Port-Neuf. En parlant du Salon Nature Port-Neuf, les organisateurs sont très satisfaits de la 4e édition qui a pris fin dimanche dernier, 22 avril, et qui confirme sa notoriété en matière de rendez-vous annuel pour les amateurs de plein air, de chasse et de pêche. On estime à plus de 4 000 le nombre de visiteurs durant la fin de semaine. Une cinquantaine d'exposants présentaient leurs biens et services dans l'aréna et place de l'église a été transformé samedi en lieu d'animation forestière. Une nouveauté bien appréciée. Souper, conférences, grand bassin de pêche, démonstration d'oiseaux de proie et bien sûr les conseils et les conférences du porte-parole et président d'honneur Stéphane Monette et son équipe ont enrichi les amateurs de chasse, de pêche et de trapage. Les chercheurs d'emploi dans Port-Neuf, qui sont de plus en plus rares, il faut le dire, ont eu une belle opportunité de magasiner un travail qui pourrait convenir lors de la 18e édition du Salon Contact Emploi Port-Neuf. On estime à quelques 700 le nombre de personnes qui ont foulé les corridors et le gymnase de l'école secondaire de Donnacona vendredi dernier. Quelques 54 entreprises ont offert plus de 675 emplois de tout genre, un record de participation depuis les débuts. Les visiteurs ont pu s'informer sur les différents services d'aide à l'emploi, à l'entrepreneuriat ou à la formation dans Port-Neuf, en plus d'assister à des conférences portant sur la passion de partir sa propre entreprise, la conciliation travail-famille ou travailler à la retraite, est-ce payant? 2 groupes de réfugiés provenant de Québec ont visité le salon et les entreprises Freneco et Sélection du pâtissier à Ville de Port-Neuf. La Corporation de transport régional de Port-Neuf s'est bien impliquée en offrant le déplacement par navette gratuitement aux réfugiés et à la population de Port-Neuf durant la journée de vendredi.
Notons que les offres d'emploi des entreprises qui ont participé au salon sont affichées sur la plateforme web Contact Emploi Portneuf jusqu'à ce vendredi 27 avril. Par la suite, les entreprises intéressées pourront publier leurs offres aux chercheurs d'emploi qui peuvent facilement appliquer et communiquer avec elles via cette même plateforme. Le salon Contact Emploi Portneuf est financé par le Centre local d'emploi de Portneuf et ses partenaires. La 15e édition du Festival de films pour l'environnement a pris son envol le vendredi 20 avril dernier à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir par la présentation en première mondiale du documentaire Québec profond, réalisé par la marraine du FFPE, Geneviève Bilodeau, et son partenaire de vie, Patrick R. Bourgeois. Les spectateurs présents ont souligné qu'ils ne verront plus le fleuve Saint-Laurent comme avant, après la projection. Les différents plans d'images du fond marin en font foi. L'équipe de l'organisme Village Monde a présenté les différentes photos géantes de l'exposition que l'on peut voir jusqu'à la fin du festival, le samedi 28 avril prochain. Il s'agit de photos prises sur l'île de Flores, en Indonésie, qui a inspiré les fondateurs du projet Village Monde, une organisation qui développe le tourisme dans des communautés de la planète bien souvent isolées et très peu connues. Le président d'honneur de cette 15e édition du FFPE, l'océanographe, explorateur et émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques québécois, Jean Lemire, a présenté et commenté en primeur une version inédite de son documentaire Arctique, la dérive des traditions. Et les Raymondois Étienne Beaumont et Philippe Jobin ont présenté leur documentaire En marche, qui valorise l'intégration sociale des jeunes par des travaux d'aménagement à la vallée Bras-du-Nord. Un vélo sur place qui fabrique de l'électricité en pédalant a aussi été présenté samedi. Ce vélo permet de projeter des documents vidéo sur écran en pédalant ou en utilisant l'électricité emmagasinée dans une batterie. On estime environ 3 heures de pédalage pour remplir la batterie et son autonomie peut atteindre aussi les 3 heures. Le dimanche 22 avril, le réalisateur Pascal Gélina a diffusé Un pont entre deux mondes, précédé de Terre à la dérive dans le cadre du Jour de la Terre. Et ce mercredi soir, 25 avril, à la salle paroissiale de Saint-Ubalde, on a présenté La Maison des Syriens, un long-métrage documentaire réalisé par Nadine Baudet et Christian Mathieu Fournier de Deschambault-Grondines. Plus de 200 personnes ont assisté au visionnement et rencontré les réalisateurs. On retrouvait dans la salle les personnes qui ont participé de près ou de loin au projet, les membres du comité d'accueil et bien sûr le couple syrien. Écoutons justement une entrevue avec le couple syrien Evelyne Haddad et Hani Reis, suivie d'une entrevue avec le président du comité d'accueil, M. Gilles Pellerin. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Bonsoir Hani. Bonsoir. Vous allez bien ce soir? Oui. Ouais. Oui. Quel sentiment vous habite en ce moment? Ça fait plus d'1 an, en fait, que vous êtes arrivé à Saint-Ubalde. On présente ce soir la Maison des Syriens, en fait. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Ce soir, on est très contents parce que tous les gens ici à Saint-Ubalde vont voir le film et parce que c'est un film comme une bref de toutes les choses que le comité a déjà fait pour nous. Et on aime toujours rencontrer les gens ici à Saint-Ubalde, à Québec, à Portneuf, tout le monde. C'est toujours le plaisant avec les autres, oui. Oui. Annie, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? On est très contents aussi. On aime beaucoup les Saint-Ubalde et Portneuf. Et on est content parce que on rencontrait avec les gens. Oui. Racontez-nous ce que vous faites actuellement au moment où on se parle. Quelles sont vos occupations, vous, Evelyne? Maintenant, dans actuellement? Oui, on a fait la francisation
C'est ça que vous... Allez-y. Oui, oui. On a fait la francisation à Donnacona. Et après, on a terminé le 1er décembre. Moi, j'ai accouché. J'ai eu mon petit garçon québécois. Qui est le deuxième? Oui, c'est le deuxième. J'en ai une fille déjà, et Andrew, le deuxième. Hani a cherché un travail, mais maintenant elle travaille chez Pam Pam Pam, le restaurant. Vous faites la cuisine. Oui. Qu'est-ce que vous cuisinez pour eux? Je cuisine, je travaille comme aide les chefs, oui. Et j'apprends de tout. Quel menu? Des soupes, des Oui, les sandwichs? soupes, les sandwichs, oui, et les tout, oui, oui. OK. Oui. Il fait aussi, des mets syriens ou des soupes syriennes pour offrir à les gens. Qu'est-ce que vous mettez dans la soupe syrienne? Quelle est la recette, en fait? Il y a la soupe lentilles. Oui, de lentilles. Oui, soupe lentilles avec un petit peu de riz. Et, je mets le cumin et l'épice syrienne. L'épice syrienne, ça spécial. OK. Oui. Et aussi Oignon. l'oignon et de l'ail. OK. Oui. Et vous, Evelyne, vous vous occupez des enfants, Oui. évidemment. Oui, oui. Ça vous occupe à plein. Oui. Où vous vivez? Vous vivez tout près, en fait, du centre paroissial? Oui, c'est juste ici. On peut dire qu'on est au centre de village, on est proche de tout, l'église, pharmacie, épicerie, ici la salle paroissiale. Oui, on est bien installé. Oui. Oui. Vous avez encore de l'aide du comité Oui. ici, oui? Oui. Comment on vous aide actuellement? Eux? Financièrement? Est-ce qu'on vous aide financièrement? Est-ce que... Oui, nous aider partout pour toutes les choses qu'on a besoin, ou pour la maison, pour les enfants, financiers aussi, pour les papiers, parce que ici, les papiers, c'est difficile à faire. Et chaque personne dans le comité a son rôle pour nous aider. Partout, si on a besoin de quelque chose, juste on appelle quelqu'un et il vient nous aider rapidement. Tout de suite. C'est une grande famille qui vous entoure? Oui, comme les grandes familles, comme ma famille. Oui, c'est très gentil, tous les comités. Et on va dire merci pour Madame Margot. Madame Margot, elle est... C'est Madame Margot qui nous a prêté sa maison cette année. Oui. Et il y a des gens aussi à Saint-Ubalde. Elle nous a donné des choses pour mettre dans la maison, les meubles, les matelas, toutes les choses dans la cuisine. Oui, on dit aussi à tous les gens merci beaucoup. Bien sûr. Comment vous voyez votre avenir maintenant? On souhaite que l'avenir va bien. C'est sûr qu'on a plusieurs plans pour recommencer notre vie, parce que cette année s'est passée avec l'apprendre de français et l'adaptation et plusieurs choses pour l'apprendre. Maintenant, c'est le temps, je pense, pour recommencer, pour reconstruire notre vie. Et vous avez un plan? Vous avez un plan d'avenir? Qu'est-ce que vous songez? Quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir? Oui, on va...
C'est l'important que Hani travaille. Oui. Et moi, après, quand je pourrais, pour Andrew, maintenant c'est le temps pour Andrew. La mi-temps, ma grande fille va à la garderie. Ouais. Mais après, si je pourrais travailler, oui, je vais travailler. J'aimerais faire l'équivalence pour mes études, pour mon certificat. OK. Oui, oui. En quoi? Communication. En communication. Ouais. OK. Oui. Est-ce que vous pensez souvent encore à votre pays? Ah oui, c'est sûr. Oui. Dans notre cas. Comment vous le pensez? Qu'est-ce que... Surtout parce qu'il y a aussi mes amis dans notre pays, et mes oncles, et les grandes familles, tout, oui, dans notre pays. Oui, c'est notre pays. Ouais. Oui, c'est triste des fois quand on voit des gens morts ou des enfants ou des roquettes tombent. C'est toujours le sentiment, son mélange. On souhaite toujours que la guerre soit finie. Ouais. Oui, oui. Et en terminant, est-ce que vous avez vu le produit fini du documentaire? Oui. Oui. Oui, on est allé à Montréal. OK. Oui, la première présentation, oui. Et comment vous avez réagi après, justement, le visionnement? Ah, c'est très touchant, le film. Beaucoup de choses. C'est beaucoup de détails. Peut-être c'est petits détails, mais pour nous, c'est gros parce que sans le comité et sans tous les efforts qui ont fait, nous, je peux dire qu'on perd. Ah, oui, ici, parce que c'est ici, Canada, au Québec, toutes les choses ici sont différentes de notre pays. Bien sûr. Oui, et le film, c'est agréable, magnifique. Ouais. Oui. Alors, Evelyne et Hani, merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Merci. Bonsoir, Monsieur Pellerin. Bonsoir. Monsieur Pellerin, nous allons présenter dans quelques instants le documentaire La Maison des Syriens. Est-ce que vous l'avez vu? On l'a vu une fois, oui. Vous êtes allé à Montréal aussi? Non, il y a eu une projection pour le groupe seulement. OK. Pour regarder si le groupe était d'accord, parce que dans le fond, il a fait ça avec nous autres. Donc, il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas quelqu'un qui a quelque chose dans le film qu'il n'aimait pas. Ouais. Il y a eu comme une prévisualisation. Ouais. Comment vous avez réagi après le visionnement? Après le visionnement, bien, c'est sûr que documentaire, j'en ai déjà vu, mais là, le chemin qu'il avait pris, on l'a compris en l'écoutant. Dans le fond, c'est que lui, il a voulu montrer le temps d'attente, que ça prend, l'organisation que ça prend en arrière de ça pour pouvoir accueillir une famille comme ça. Ouais. C'est ça qu'il voulait démontrer. Ouais. Et 1 an et quelques mois après, justement, l'arrivée de cette famille syrienne, quel sentiment vous habite actuellement? Bien, je dirais que pour nous autres, c'était une belle histoire d'amour avec cette famille-là. Et ça continue comme ça. Là. On a vraiment, il y a une personne du couple que quand elle a vu la famille, elle a dit « Je tombe en amour avec les autres. Ouais. » Puis là, ça a parti comme ça. Puis c'est vrai que c'est des gens qui sont... On ne peut pas dire que c'est compliqué. Il s'agit d'avoir du temps, puis de s'occuper des autres. Puis notre but, c'était de leur permettre de s'installer au Québec, puis d'apprendre à vivre au Québec, parce que entre la Syrie et le Québec, c'est un monde, c'est comme noir et blanc. C'est sûr. J'ai parlé un petit peu avec, là, puis j'ai vu que c'était vraiment comme noir et blanc. Ouais. Donc, c'est ça notre but, c'était de leur donner une nouvelle vie au Québec. Après ça, ils en feront ce qu'ils voudront. C'est sûr. C'est une belle mobilisation aussi à Saint-Hubal, en fait, de la communauté. Là, ouais. Dans le comité même, il y a 12 personnes, il y a un paquet de monde qui ont participé extérieurement par toutes sortes de moyens, par des dons. J'estime que ça rejoint, je pense que a regroupé à peu près 400 à 500 personnes qui ont eu un rapport avec cette famille-là. Oui. Quelconque, de l'argent, des dons, des services, toutes sortes d'affaires. Oui. Aujourd'hui, quelle aide vous apportez encore à la famille? Bon, actuellement, on est rendu, avant ça, on était des parrains et des parraines, et là, on est plus des aidants. Tant qu'ils ont des besoins, ils savent où nous rejoindre, ils ont tel besoin. Chaque personne dans le comité, il y avait 12 personnes, il y avait tout un rôle différent. OK. En fonction de leur charisme, de leur qualité. Et ça continue comme ça, là. On est moins, comme je dirais bien ça, on est moins
Si on a moins de responsabilités, mais on est là quand même si on a des besoins. Oui. Ça faisait quand même plus d'1 an et demi que vous travailliez sur le projet avant que la famille arrive. En 2015, en automne 2015, puis tout est arrivé en 2017. Aviez-vous perdu espoir à un moment donné? On en parle un petit peu dans le communautaire. Il y a des gens du comité qui se posaient des questions. À un moment donné, j'ai reflété cette question-là. Moi, j'ai toujours eu confiance parce que je connaissais la personne avec qui je travaillais à Québec, là, à la paroisse Saint-Yves. Oui. On a tout contact, là, les autres y accueillent. Et on savait que ça allait venir, mais c'était le temps. Ça prend beaucoup de patience, énormément. Bien, c'est sûr. Hein? Est-ce que vous recommenceriez ce genre d'expérience? Oui, je pense que oui. Ouais. D'ailleurs, actuellement, j'ai participé à la formation d'un autre comité à Saint-Casimir et à Grondines, un groupe mixte, pour accueillir les parents et le frère et la sœur d'Evelyne. Ah, OK. Ouais. Un projet qui pourrait se réaliser en cours d'année 2018, vous savez? On ne sait pas le délai, parce qu'on ne peut pas faire la demande avant juillet. Actuellement, il n'y a pas de demande qui rentre avant juillet, il y a un moratoire. Donc, à partir de juillet, ils vont pouvoir présenter une demande. Après ça, ben, on sait pas, ça peut prendre 1 an, 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Parce que le groupe de Québec me dit que les autres, ils ont déjà présenté une demande, ça a pris 10 ans. Quand même. Ça a rentré pareil, mais ça a pris 10 ans. Mais c'est un autre cas, c'était pas la même situation. Ouais. Mais on pense que ça va prendre au moins une couple d'années. OK. Ouais. Et vous avez Tant mieux si ça rentre plus vite. Bien, c'est sûr. Et vous avez l'accord aussi de votre comité dans ce nouveau projet-là. En fait, est-ce que c'est le même comité? Non, c'est pas le même comité. Moi, j'ai juste initié le comité. Ils sont autonomes. Là. OK. Et on reste comme des personnes ressources. Oui, ils sont complètement autonomes. Non, je voulais pas leur partir à un autre comité. Parce que c'est quand même du ouvrage. J'ai déjà d'autres choses. Ça fait que... Vous avez d'autres projets en cours? J'ai d'autres choses dans la vie à faire aussi. OK. Mais c'est pas parce que c'était pas un beau projet, c'est un merveilleux projet. Puis ça, c'est que c'est le fun, c'est une petite communauté de 1400 habitants. C'est sûr. La tiers a été comme mobilisée par ça. Ben oui. Puis là, ce soir, plus de 200 personnes. C'est ça. C'est tous des gens qui ont participé ou qui ont été présents, en tout cas, qui sont au courant du projet un petit peu. Puis nos commanditaires, on a tous invité nos commanditaires. Puis ceux qui ont fait des dons aussi, parce qu'il y a eu des dons de toutes sortes. C'est sûr. Même, il y en a rentré encore ces dernières semaines. C'était incroyable. Okay. Des objets, la générosité des gens. C'était incroyable. Ouais. Alors, M. Gilles Pellerin, merci beaucoup de votre générosité aussi, de votre Bienvenue. temps. Ça me fait plaisir. Merci. C'est un petit retour sur la rivière Sainte-Anne. Les autorités de la ville de Saint-Raymond ont déployé un avertissement téléphonique à 15h30 ce jeudi 26 avril. Dans le message, on informe qu'il y a risque d'inondation et que la rivière est sous haute surveillance pour les 24 prochaines heures. On invite les gens à prendre les précautions nécessaires et à consulter le site web de la ville pour suivre l'état de la situation. Bien sûr, en cas d'urgence, vous pouvez composer le 911. À noter que tous les propriétaires situés dans la zone inondable sont automatiquement inscrits à l'alerte. En ce qui concerne le Festival de films pour l'environnement, ça se poursuit jusqu'à ce samedi 28 avril avec les ateliers jeunesse de cinéma. Une rencontre ce jeudi soir avec le président de l'UPA, Marcel Groslot, le préfet de la MRC de Portneuf et maire de Neuville, Bernard Gaudreault, et le propriétaire du domaine Hébert à Deschambault, Christian Hébert. La population est invitée à choisir son coup de cœur parmi les 8 documentaires présentés lors du festival et le dévoilement est prévu ce samedi. D'autres détails sur la programmation du FFPE et d'autres actualités culturelles avec Odile après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici.
On revient sur le décès du maire de Cap-Santé, Denis Jobin. Oui, je tenais à ajouter que plusieurs acteurs du milieu culturel portnevois ont rendu hommage à Denis Jobin cette semaine parce qu'il était vraiment très impliqué dans plusieurs dossiers culturels de la région. Ouais. Il participait notamment au comité d'analyse des dossiers déposés au Fonds patrimoine et culture. J'ai déjà travaillé avec lui dessus, ça d'ailleurs. Au comité de la politique d'acquisition d'œuvres d'art de la MRC depuis plusieurs années. Il y avait aussi la présidence du comité régional sur les paysages depuis sa création en 2014. Et en plus, il a été professeur de violon à l'école de musique Denis Arcand, en plus d'être directeur artistique du Conseil du patrimoine culturel de sa municipalité. Alors, on offre nos condoléances à sa famille, mais aussi à tous ceux qui ont travaillé avec lui, qui était vraiment un homme d'exception, qui s'impliquait beaucoup dans la communauté. Bien sûr. C'est à Saint-Casimir que ça se passe en fin de semaine. Et oui, alors la 15e édition du festival se poursuit jusqu'au 28 avril et ça commence avec la projection de Ton Rouge, un film de l'ONF réalisé par John Hopkins. C'est ce vendredi 27 avril à 19h30 à l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir. Alors Ton Rouge, c'est un peu, ça nous fait le récit d'enjeux épiques à North Lake. C'est une petite municipalité de l'île du Prince-Édouard qui est connue comme la capitale mondiale du thon. Et le film explore un phénomène déroutant. Les thons rouges là-bas, naturellement craintifs, semblent plus avoir peur des humains. Les pêcheurs de la région affirment que ces spectaculaires créatures sont tellement affamées et nombreuses qu'elles mangent littéralement dans la main des gens. Alors, comment expliquer ça? C'est ce que vous allez savoir si vous allez assister à cette projection. Il y a aussi le samedi 28 avril à 13h30, c'est le film de Nadine Baudet et Christian Mathieu Fournier qui sera diffusé cette fois à Saint-Casimir. Et j'ai d'ailleurs assisté à la projection qui avait lieu à Saint-Hubal. Oui, c'est un film vraiment touchant qui donne une autre image aussi de ce que les gens pensent des régions. L'ouverture, le dévouement de ces gens-là. Moi, il y a des scènes qui m'ont beaucoup touchée. Alors, c'est vraiment sympathique et ça vaut la peine d'aller le voir. Pour finir, bien sûr, il y a la soirée de clôture du Festival du film qui va avoir lieu le 28 avril à partir de 20h et qui va se terminer avec le fameux cabaret Kino Saint-Casimir où sont présentés des films qui ont été réalisés dans les 70 Que tu as déjà participé, toi? Oui, j'ai déjà participé avec des élèves. On était allés là plusieurs années, 3 années consécutives, puis on avait fait le défi de faire un film en 60 heures environ. Alors, pour plus de détails sur toutes les activités, les horaires, les prix, vous pouvez aller sur le site web ffpe.ca. Et comme si ce n'était pas assez, il y a aussi Mon oncle Serge qui s'arrête à la taverne samedi soir et ça vaut vraiment la peine de regarder la petite publicité produite par Mon oncle Serge pour sa venue à Saint-Casimir. La voici donc. La région de Port-Neuf, c'est pas dur à trouver, c'est entre les régions de Port-8 et Port-10. Dans cette région, il y a Saint-Casimir. Saint-Casimir, c'est bien petit, fait qu'imagine rien que 2 ou 3 Casimir. Là-bas, il y a un bar qui s'appelle La Taverne. Puis c'est sa rue Tessier, le boss c'est Daniel Tessier, puis on y vend de la bière brassée par Mathieu Tessier. Il y a aussi la déneigeuse Hélène Tessier, la coiffeuse Sophie Tessier, le soudeur Louis Tessier, les garagistes Ghislain Tessier puis Pierre R. Tessier, le maire Dominique Tessier-Perry puis son chien, un Boston Tessier. Tous ces Tessiers ont un ancêtre qui avait pogné la gangrène puis qui s'était fait amputer la jambe à la scie, ce qui explique sa devise « Quand on dit Tessier » et l'origine du nom des Tessiers. Fait qu'attendez pas de pogner la gangrène puis venez vous joindre aux Tessiers et à moi-même, mon oncle Serge, à la taverne de Saint-Casimir où je vais être en spectacle samedi le 28 avril. Je vais être en trio rock puis je vais chanter, je vais jouer de la bass puis si vous jasez trop, je vais vous crier de fermer vos gueules pour que vous vous taissiez. Alors, c'est vendeur. Oui, ça donne une idée du personnage et de son genre d'humour. Oui. Je trouve que c'est vraiment sympathique qu'ils prennent la peine de faire une publicité vraiment personnalisée pour Saint-Casimir. Il a dû aimer ça les dernières fois qu'il est venu. Alors, on peut se procurer les billets en pré-vente à 23 $ ou à l'entrée à 28 $. Et toujours, il faut consulter la page Facebook de la taverne. Le mois de mai commence en Lyon avec beaucoup de spectacles. Oui, ça commence d'abord à Saint-Raymond. Vous pourrez entendre résonner les voix de la Chante-Harmonie au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. Il va y avoir 2 représentations. Le premier spectacle se tient le samedi 5 mai à 19h30 et le second le samedi 6 mai en après-midi à 14h30. Le spectacle a pour nom « Pourquoi chanter quand il y a tant à faire », titre d'une très belle chanson de Louise Forestier qui se prête bien à ce spectacle puisque c'est ce que tout près d'une 60aine de choristes ont choisi de faire, chanter. Alors, c'est sous la direction de Hélène Sauvageau et accompagné au clavier par Huguette Cloutier. Le chœur La Chante-Harmonie présente un répertoire populaire varié qui célèbre la vie et toute la gamme des sentiments humains qui l'animent. Alors, l'harmonie des voix vous fera redécouvrir la beauté des messages, des chansons présentées. Les billets sont disponibles au coût de 8 $ à la pharmacie Uniprix, Picard et Simard. Il y a aussi Yannick Bergeron qui va présenter son spectacle pour enfants de 3 ans et plus. Alors,
Il n'y a pas de limite d'âge pour La magie de la chimie, tome 2, le dimanche 6 mai à 11h au Centre multifonctionnel Roland-Dion. À la demande générale, Yannick Bergeron revient avec une toute nouvelle série d'expériences exceptionnelles et phénoménales. Récipiendaire du prix Hubert Reeves et créateur des expériences du magazine scientifique Les Débrouillards, Yannick Bergeron n'a pas fini de surprendre grâce à son dynamisme, sa passion, son approche ludique et ses démonstrations surprenantes. Il sème l'intérêt des sciences auprès des jeunes de façon remarquable. Ce chimiste unique en son genre, lauréat du prix de la personnalité scientifique de la presse Radio-Canada, sait partager son savoir avec une belle folie. Avec lui, apprendre n'aura jamais été aussi amusant. Alors, les billets sont au coût de 7 $ par personne et sont à vente à la pharmacie Picard et Smart de Saint-Raymond. Et aussi encore au début mai, à la taverne, voici ce que ça nous réserve le premier vendredi de mai. Il y a la formation Autre chose qui sera là. Alors, en fondant Autre chose en 1973, Lucien Francoeur était loin de se douter de l'énorme impact que son œuvre aurait sur les générations de musiciens qui suivraient. Autre chose, c'est le point d'origine de la musique underground québécoise. Encore aujourd'hui, les textes hallucinés du freak de Montréal et le rock progressif unique de son groupe marquent l'imaginaire de toutes les générations. Après plus de 40 ans de carrière, le poète maudit récolte la reconnaissance qui lui revient de droit. Et d'autres musiciens légendaires suivent désormais Francoeur et son acolyte Jacques Racine dans leur délire psychédélique. Et le même soir, en première partie, on a le groupe Garnotte, qui est un groupe de rock progressif francophone qui offre des compositions mouvantes et texturées dont les textes s'inspirent de la cruelle monotonie de la vie. Alors, les billets sont au coût de 28 $ en pré-vente et à l'entrée à 35 $. Encore une primeur au cinéma Alouette à Saint-Raymond. On est chanceux, on les a toutes de ce temps-là. Alors, dès le vendredi 27 avril, les Avengers, la guerre de l'infini, prendra l'affiche. Les amateurs de films d'action et de super-héros en auront plein la vue avec ce film qui réunit à l'écran la confrontation ultime, la plus mortelle de tous les temps. Les Avengers et leurs alliés super-héros devront être prêts à tout sacrifier afin de vaincre le puissant Thanos avant que son attaque ne détruise l'univers. Ils vont-tu gagner? Ça devrait. Alors, puis aussi, ceux qui ne sont pas encore allés voir La Bolduc, sachez que sa présentation est prolongée jusqu'au 2 mai parce que le public est vraiment au rendez-vous depuis sa sortie. Et j'en profite pour souligner la présence d'un accordéoniste du comté, Denis Côté. Il tient le rôle du musicien un peu beaucoup sous, qui doit interrompre sa prestation justement parce qu'il a trop bu. Alors, il faut consulter les horaires sur le site web, cinémaalouette.com parce que les heures de projection des Avengers ne sont pas les mêmes que d'habitude parce que le film dure 2h30. Alors, vérifiez. Et en terminant, il y a du nouveau à Neuville pour ceux et celles qui aimeraient suivre des cours de musique. Oui, c'est un projet qui est en développement et là, ça y est, l'école de musique Denis Arcand est prête pour la session d'été qui durera 8 semaines du 14 mai au 7 juillet. Alors, il y aura des cours qui vont se donner à la sacristie de l'église de Neuville. Vous avez plusieurs choix d'instruments possibles, de cours possibles, en fait, piano, guitare, chant, violon, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, tuba, cor ou trombone. Alors, les inscriptions sont en cours pour la session printemps-été et vous pouvez aussi faire votre préinscription pour la session d'automne qui offrira les mêmes choix, mais auxquels s'ajouteront en plus la basse, le violoncelle et la contrebasse. Alors, pour plus d'informations, vous consultez le site web écoledemusiquedeniarcand.ca, Denis prenant un Y. Et voilà, c'est intéressant. Les gens de Neuville donc, vont pouvoir avoir accès à des cours de l'École de musique Denis Arcand. Belle idée. Merci, Odile. Ça m'a fait plaisir. D'autres nouvelles après la pause. Dans le cadre de son 30e anniversaire de fondation, l'organisme de bassin versant des Rivières-Sainte-Anne, Portneuf et le secteur La Chevrotière, la CAPSA, organisait ce samedi après-midi 21 avril une visite en autobus électrique des travaux entourant la restauration du bassin de la rivière Niagarette qui coule sur un territoire agricole de 52 km². L'autobus est parti de Saint-Casimir jusqu'à la côte de Saint-Ubalde en passant par Saint-Uribe. Ce projet de restauration
l'exploration de la rivière Niagaret et aussi de la petite Niagaret a été initiée en 2002 devant les résultats peu reluisants des prises d'eau et les problématiques reliées à la présence et l'accès à plus de 800 têtes de bétail du cours d'eau. Les producteurs agricoles, le monde municipal, le gouvernement fédéral et provincial, le milieu scolaire et les citoyens se sont mobilisés avec la CAPSA pour stopper la dégradation de la rivière et de sa faune, en plus de sensibiliser la population sur l'importance de protéger l'environnement et les cours d'eau. Des travaux de nettoyage, on parle de 10 tonnes de rebut qui ont été retirés de la rivière et quelques 22 000 mètres de clôture électrique. Des travaux de stabilisation des berges, de plantation d'arbres, d'aménagement de marais épurateurs, d'une frayère et même l'installation de nichoirs et de perchoirs pour attirer de nouveau les oiseaux et les rapaces qui ont quitté les lieux. L'autobus a fait une halte chez un producteur agricole qui a endossé le projet et qui pratique sa production selon les nouvelles tendances de l'agriculture durable et naturelle. Écoutons le guide de la CAPSA, Stéphane Blouin, nous présenter son idole de producteur agricole, Sylvain Laquerre. Je présente mon idole, les producteurs agricoles, Sylvain. Sylvain nous a vraiment beaucoup aidé dans le projet. Là. Lui, il était à l'UPA à l'époque, c'était un petit syndicat de base, puis il nous a aidé à travailler avec les producteurs pour réussir le genre de projet qu'on est là aujourd'hui. C'est sa ferme, vraiment une très belle ferme, les pratiques super aussi. On se sert encore de lui à l'occasion. On l'appelle, hey, tu nous aiderais-tu à... C'est vraiment un chic type, Sylvain. Puis, Si je peux me permettre, Stéphane, oui. Je dirais que Sylvain était collaborateur des débuts de la CAPSA. Ça fait au moins 25 ans. Ouais. Moi, je suis de la QV 92. Et puis, je me souviens qu'on avait approché Sylvain à ce moment-là, puis il était avec nous autres. C'est quelque chose, hein? Fait que bravo, ouais. Sylvain. Félicitations. Oui, vraiment. Bienvenue à la ferme. La CAPSA nous a bien aidés aussi durant toutes ces années-là. On a commencé à peu près à se poser des questions après les années 80, nous autres aussi. Là, puis, le brisement, on l'a fait en 93. Puis, je vous souhaite un bon 30e. Merci bien. Soulignons que les poissons ont repris possession de la rivière Niagaret. Les efforts sont déployés pour réintroduire les oiseaux champêtres. Les membres en règle de l'Association du Parti Québec solidaire Portneuf choisiront ce dimanche, 29 avril, qui, entre Stéphanie Grimard ou Odile Pelletier, sera candidate en vue des élections générales au Québec le 1er octobre prochain. Les membres pourront voter de 16h à 17h à l'hôtel Chavigny de Deschambault. Mais juste avant, vers 15h, les membres de Québec solidaire Portneuf seront invités à choisir leurs délégués qui les représenteront au Conseil national du parti, prévu les vendredis, samedis et dimanches 11, 12 et 13 mai prochain à Québec. Du côté du Parti québécois de Portneuf, la soirée d'investiture est prévue le mercredi 30 mai à la micro-brasserie Les Grands Bois à Saint-Casimir. Il pourrait y avoir une course à l'investiture. 2 personnes ont manifesté leur intérêt au conseil exécutif du Parti québécois dans Portneuf pour devenir candidat aux prochaines élections générales, dont le producteur agricole Christian Hébert du domaine Hébert à Deschambault-Grondines. Revenons sur le concept Village Monde qui présente une exposition de photos à la salle du Conseil de ville de Saint-Casimir dans le cadre du 15e Festival de films pour l'environnement. Pour célébrer la Journée de la Terre, le 22 avril, Village Monde a lancé à Québec la première édition de son Défi Gaïa Village Monde qui se tiendra au Parc naturel régional de Portneuf le samedi 8 septembre. Des équipes de 2 personnes combinant vélo tout-terrain, course en sentier et canot seront à l'honneur lors de cette journée d'aventure qui comportera aussi un volet familial et corporatif. Mylène Paquette, la première personne à avoir traversé l'océan Atlantique Nord à la rame, a accepté d'être la porte-parole du défi Gaïa. La Ville de Saint-Raymond a procédé cette semaine au lancement officiel des 4 capsules promotionnelles de la Ville de Saint-Raymond, réalisées par l'équipe 16-9 de Québec. Le lancement se tenait en présence des figurants qui ont participé à la production. Les capsules abordent les thèmes de la santé et des services essentiels, le développement économique, les loisirs, la culture et le communautaire, ainsi que le plein air et le tourisme. La réalisation aura nécessité 4 journées de tournage et plusieurs heures de montage.
Et en terminant, le club de vélo Portneuf a procédé ce mercredi soir au lancement de sa 13e saison sous le signe de la sécurité routière. Les premières sorties sur les routes de Portneuf débuteront le samedi 12 mai à partir du commerce Frenette Bicyclette à Saint-Basile. Les cyclistes seront divisés en groupes par la vitesse moyenne, 24, 26, 28 ou 30 km/h. Une formation en sécurité obligatoire pour les nouveaux membres d'une durée de 90 minutes se tiendra le samedi 5 mai prochain à Saint-Basile. Les membres actifs sont invités aussi à y prendre part. On y parle entre autres de règlements, comment rouler en peloton et les règles de sécurité. Le club Portneuf de vélo Portneuf compte 70 membres. Alors, ça complète l'Info CJSR pour cette semaine. Merci Odile, merci à Stéphane et Philippe à la régie. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. On se laisse avec des images de la remise d'un tableau au ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, par le directeur général de la protection de la faune, M. Régent Rioux. Alors, ça complète les bonnes semaines. Ça fait plaisir de remettre la dernière en liste de la dernière lithographie qui existe. Je pense qu'on en a 14 en tout. Il y en a une par bureau régional, il y en a une ici au centre de formation, une dans mon bureau, puis il va en avoir une dans mon bureau aussi.